Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 45e web émission Médici. Bonjour Philippe. Bonjour Yannick. Comme à l'habitude, Philippe, nous allons répondre à 3 questions que nous avons reçues par l'entremise des réseaux sociaux, notre page Facebook, LinkedIn, ainsi que par courriel. Donc, sans plus tarder, on va s'attaquer à la première question. C'est une question qui nous a été soumise, Philippe, par un client potentiel, mais qui revient quand même assez souvent là, parmi nos clients. Donc, j'ai un montant en encaisse que j'aimerais investir, mais en même temps, compte tenu de l'incertitude économique, serais-je mieux de répartir la somme sur plusieurs mois, par exemple, ou est-ce plus approprié de l'investir d'un coup? Oui, c'est une question qu'on a souvent de nos nouveaux clients aussi. La première chose à savoir, c'est que Medici s'occupe déjà de savoir si c'est opportun ou non d'être investi. Donc, de par notre stratégie d'investissement, qui est de rechercher et suivre les meilleures sociétés dans lesquelles on pourrait investir et de les acheter ou de les posséder lorsque celles-ci se transigent à un prix raisonnable, il peut y arriver à l'occasion qu'on maintienne des liquidités si c'est pas opportun d'être investi dans ces sociétés-là à ce prix-là. Donc, à chaque semaine, on va se rencontrer et on va regarder toutes les entreprises qu'on suit et on va déterminer quelle est la pondération à détenir dans ces sociétés-là et on croit en étant investi dans ces sociétés-là, on va obtenir un bon rendement à long terme. Donc, après avoir fait cet exercice-là, il est possible qu'on ne soit pas à 100% investi et l'encaisse, ben, c'est la résultante, en fait, de la discipline qu'on a dans l'exécution de notre stratégie. Euh, Philippe, on entend quand même assez souvent dire que ça peut être approprié là, d'établir une épargne systématique. Bon, on place un certain montant par mois, puis en même temps, ça permet d'atténuer la volatilité qu'il peut y avoir à court terme. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie? ben, pour quelqu'un qui ne possède pas le capital en sa possession, là, puis qui doit l'épargner au fur et à mesure de ses payes, oui, Mhm. c'est opportun de programmer un programme de versement automatique, mais pour la personne qui l'a déjà, l'argent, euh, eh bien là, si elle attend pour en investir une partie, il est possible qu'elle soit avantagée. Suite à une baisse des marchés, par exemple, ça pourrait lui permettre de payer moins cher. Par contre, l'inverse est aussi vrai. Si le marché ou les titres qu'on convoite là, subissent une envolée, et là, ils vont payer plus cher pour certaines tranches de leurs investissements. Donc, Puis on l'a vu, excuse-moi, Philippe, durant la crise, au plus fort de la crise, là, au mois de mars, ce ne sont pas tous les titres qui ont baissé. Il y a des entreprises qui ont même bénéficié de la pandémie, par exemple. Et si on avait essayé de timer le marché ou d'anticiper le marché, ben, on aurait payé plus cher pour ces mêmes entreprises-là. c'est ça, il faut faire très attention à ne pas rentrer dans un jeu de vouloir synchroniser les marchés. Donc, on parlait d'une approche systématique tout à l'heure pour une personne qui contribue par versement. C'est automatisé, c'est mécanique. Il n'y a pas Mhm. d'anticipation de marché là-dedans. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'à long terme, la bourse, ça monte. Sur 5 ans, Ouais. sur 10 ans, sur 20 ans. Donc, pour une personne qui possède déjà le capital à investir, bien, plus elle attend, plus elle risque d'avoir tort. Passons à la deuxième question, Philippe. Oui, qui porte sur les entreprises de FedEx et UPS. Carl nous demande que, comme le contexte actuel où les ventes en ligne ont explosé en raison de la pandémie, est-ce que c'est des bonnes idées d'investissement? Est-ce que ces sociétés-là représentent des occasions? Tout d'abord, Philippe, mentionnons que chez Medici, on ne suit pas de près UPS et FedEx. Par contre, la question demeure très intéressante parce qu'on veut savoir si ces deux entreprises-là peuvent profiter vraiment du commerce électronique. Mais tout d'abord, on peut mentionner que UPS et FedEx possèdent des avantages concurrentiels durables. Donc, elles ont un réseau très bien établi, que ce soit pour la livraison terrestre au Canada, aux États-Unis ou dans plus de 200 pays dans le monde, mais elles ont aussi des relations de longue date établies avec beaucoup de clients. Donc, demain matin, Philippe, si tu veux partir un concurrent à FedEx ou à UPS, il
faudrait que tu te lèves de bonne heure parce que ces deux entreprises-là sont vraiment bien établies, ont un grand réseau, donc ça va être difficile à déloger. Ça prend du temps, puis On ça a prend beaucoup de capital. Exactement. Donc, ça prendrait énormément de temps, de capital. C'est pas demain matin qu'on va voir un nouveau concurrent. Ceci dit, tout n'est pas rose pour ces entreprises-là. Oui, elles ont bénéficié récemment du commerce électronique. On l'a vu, UPS a dévoilé cette semaine des résultats nettement supérieurs aux attentes en raison de la forte demande de la pandémie. Et le titre de la société a grimpé de 15%, donc c'est un bond historique. Mais comme on peut voir sur le graphique que je vous ai préparé, les deux sociétés n'ont pas battu le marché au cours des 5 dernières années. Regarde, Philippe, la courbe du S&P 500, elle est supérieure C'est la ligne au rouge, titre. là. C'est ça, La ligne exactement. noire, c'est La ligne noire, c'est UPS qui a connu le bond là, dont je vous parlais cette OK, on le voit semaine. au bout du graphique, là. C'est ça, tout au bout. Puis la ligne verte ou la montagne verte, si vous voulez, c'est FedEx. Donc, vous voyez que ces titres-là n'ont pas surpassé le marché. Pourtant, le commerce électronique, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça fait plusieurs années que on connaît une croissance de ce côté. Mais les entreprises FedEx notamment et UPS dans une moindre mesure ont quand même des certains vents contraires là, à affronter. FedEx a réalisé une intégration importante dans les dernières années. Elle avait réalisé une acquisition. Il y a eu quelques embûches en cours de route. Les deux entreprises doivent aussi investir pour faire face, pour répondre à cette demande accrue de commerce électronique. Donc, ça déprime quand même les résultats pendant un certain temps. Puis, il y a un autre élément, Philippe, qui est peut-être pas si significatif que ça, mais qui pourrait le devenir, c'est Amazon. FedEx avait une relation d'affaires avec Amazon qui a mis fin à cette entente l'année dernière. Depuis, il y a eu des allers-retours parce qu'il y a eu une forte demande à laquelle Amazon n'avait pas pu répondre. Par contre, ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines années, c'est qu'Amazon veuille faire une incursion majeure dans ce secteur-là, Philippe. Tu disais tantôt, Yannick, que FedEx et UPS avaient des gros avantages concurrentiels. Donc, en quoi est-ce que c'est une menace, là, Amazon, dans ce contexte-là? Ben, Amazon a les moyens, comme vous le savez, d'énormes moyens financiers, puis il y a une volonté surtout de vouloir réduire les prix qui sont facturés par les géants de la livraison et elle veut aussi pallier au retard important qu'il peut y avoir lors de périodes accrues de demande, comme on a vu durant la pandémie. Il y a eu toutes sortes de retards avec les livraisons. Donc, Amazon a eu un succès que je qualifierais de partagé jusqu'à présent. Néanmoins, elle va lancer prochainement une nouvelle offensive qui va peut-être être plus musclée. Et dans un premier temps, elle va s'attaquer aux clients qui sont sur son écosystème, sur sa plateforme, mais il n'y a rien qui empêche au cours des prochaines années qu'elle s'attaque à la clientèle de FedEx et de UPS. Mais Yannick, Donc, il pourrait pas avoir de la place pour tout le monde. Tu sais, avec la croissance et tout ça, là, il n'y a pas beaucoup de place pour croître pour tout le monde. il va y avoir de la place pour la croissance, mais il faut savoir que FedEx et UPS, ce sont des entreprises matures. Hein? On les appelle des baromètres de l'économie, donc elles sont très dépendantes des cycles économiques. Quand on va être dans des cycles de croissance économique, elles vont en bénéficier, mais reste qu'il ne faut pas s'attendre à des taux de croissance supérieur à 15 puisque ce sont des entreprises, comme on le disait, qui sont déjà bien établies dans le monde. Le marché est quand même limité. Puis si Amazon cherche justement à leur prendre des parts de marché, eh bien, cette croissance-là pourrait être encore inférieure à celle qu'on peut s'attendre. OK, merci. Donc, Philippe, passons à la troisième question que je qualifierais de jeu de taux d'intérêt. C'est une question d'une abonnée à l'infolettre. On nous demande s'il serait judicieux de puiser sur la marge hypothécaire et de profiter de la faiblesse des taux d'intérêt pour investir en bourse et ainsi profiter d'un rendement espéré supérieur. Oui. La première chose à regarder avant
d'emprunter pour investir, c'est la composition de notre portefeuille. Si nous avons des revenus fixes dans le portefeuille, bien, ça serait probablement pas avantageux d'emprunter à 2-2,5 pour investir à du 2,5 ou 3 en revenus fixes. Lorsqu'on sait que l'investissement en revenus fixes comporte aussi des risques, dont le risque de taux d'intérêt, ça ne serait pas judicieux de faire ça. Il y a eu une émission de revenus fixes récemment du gouvernement québécois qui rapporte 1,8 sur 30 ans. Donc, la première chose à faire pour une personne qui est dans cette situation-là, bien, c'est de se poser la question, est-ce que ça serait une bonne idée de changer ma répartition d'actifs et de vendre des revenus fixes pour acheter des actions? Donc ça serait la première étape. Pour une personne qui est investie à 100 en actions déjà, là, on va élargir notre spectre de recherche un petit peu plus loin. On va aller voir, est-ce qu'il y a des liquidités qui traînent dans les comptes, des fonds monétaires, des placements ou des comptes d'épargne qui sont détenus par le client. Et à ce moment-là, mais c'est le même raisonnement. Ça ne vaut pas la peine d'emprunter pour investir, alors que de l'autre côté, on a des liquidités qui rapportent pratiquement rien. Donc, la première étape à ce moment-là, ça serait pour ces personnes-là d'investir ces liquidités-là. Et les liquidités jouaient le rôle de fonds d'urgence ou pour pallier aux imprévus et tout ça. Là, c'est la marge hypothécaire qui, dorénavant, va jouer ce rôle-là. Donc, ça, c'est dans les deux premiers exemples. Et malgré tout, lorsqu'on est rendu à l'étape de vouloir investir sur marge, il faut s'assurer que malgré tout, par la suite, après notre investissement, on va conserver une marge de manœuvre suffisante pour pallier aux imprévus. Parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est de vendre à un mauvais moment à vendre après une baisse importante des marchés. Donc, si les marchés baissent, qu'on perd notre emploi et qu'on ne peut pas pallier aux besoins de liquidité. C'est ça. On va être obligé de vendre à un mauvais moment. Puis, comme on peut le voir sur l'exemple qu'on a préparé, l'impact peut être très dommageable. Oui, bien, Philippe, il y a le potentiel. Évidemment, on est attiré par ça quand on pense à investir sur marge parce que ça amplifie les gains, mais ça amplifie les pertes également. Tout à fait, Yannick. Puis, si on regarde là, la baisse qu'on a connue au mois de mars dernier, entre le dernier sommet et le creux qu'on a connu, c'était une baisse de 35 des marchés. Donc, pour un portefeuille de 500 000, il baisse de 35 il tombe à 325 000. Mais pour un portefeuille qui aurait été investi sur marge, donc on aurait emprunté par exemple 200 000 pour investir, il aurait baissé de tout près de 50 il serait à 255 000. Donc, c'est ça qu'on veut dire par que ça amplifie le risque de gain ou de perte en capital. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, Philippe, cette stratégie-là s'adresse quand même à peu de monde. Bien, ça reste à une minorité parce qu'en plus de ça, non seulement faut se protéger, mais en plus de ça, il faut être à l'aise de vivre ces fluctuations-là. Donc, si vous n'avez pas été confortable lors de la dernière baisse des marchés, c'est probablement pas une stratégie pour ces personnes-là. Une stratégie appropriée. Bien, merci pour ces explications judicieuses, Philippe. Merci à tous pour votre écoute. Comme à l'habitude, on vous invite tout de suite à préparer la prochaine web émission. Vous pouvez nous écrire à info@gpsmedici.ca ou consulter nos pages Facebook et LinkedIn et nous faire parvenir vos questions portant sur les finances personnelles, sur votre portefeuille ou sur un titre en particulier. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Yannick.